What do you do? I play the orchestra. Salut les gens. Il y a un sujet concernant le cinéma, ça fait pas mal de temps que je voulais vous en parler, mais je savais pas trop sous quel angle l'aborder. Alors, vous inquiétez pas, hein, la vidéo, vous l'avez sous le pif. C'est bon, j'ai trouvé. Tiens, juste d'ailleurs, pensez à vérifier que vous n'avez pas été désabonné de la chaîne. En général, je le dis à la fin, mais il y a plein de gens à la fin, ils sont barrés. Donc voilà, c'est un truc qui arrive, donc vérifiez que vous n'avez pas été désabonné de la chaîne. Puis abonnez-vous le cas échéant. Et pensez à activer la cloche, hein. Est-ce que vous saviez que 100% des gens qui regardent cette vidéo sont en train de regarder cette vidéo? Aujourd'hui les gens, on s'intéresse au biopic. Bon, déjà, on va commencer par limiter un peu le scope, parce que les biopics, c'est large comme sujet. Pour le dire simplement, un biopic, c'est un film qui raconte la vie de quelqu'un. Donc déjà, on va faire un truc, alors ça semble évident pour plein de gens, mais ça n'est pas pour tout le monde. Quand on va parler de biopic, on va parler de films qui racontent la vie de gens qui ont réellement existé. Bah, parce que sinon, pardon, mais Barry Lyndon, techniquement, bah, c'est un biopic, Scarface, c'est un biopic, je dirais à ce compte-là... 90% des films, c'est des biopics. Matrix, c'est un biopic. Le Superman de 78, c'est un biopic. Le Monde de Nemo, c'est un biopic. Non mais vous voyez bien, c'est n'importe quoi. Et toujours dans le but de limiter un peu le scope, on va restreindre cette vidéo à une seule question. À quoi ça sert un biopic? Oui, alors je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, mais pour qui il se prend ce grand con à poser la question de à quoi ça sert et pourquoi faudrait-il que cela servît à quelque chose? Oui, quand je vous imagine parler de moi, je vous imagine parler au plus que parfait du subjonctif. GG d'ailleurs. Non mais du coup là où c'est intéressant, c'est que ça fait plus une seule question qu'on pose, mais deux questions. Oui, parce que la première question c'est à quoi ça sert un biopic, mais la deuxième question c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait nécessairement que ça serve à quoi que ce soit? Sur le principe, un biopic raconte donc la vie d'une personne qui a réellement existé, et normalement quand on raconte la vie d'une personne qui a réellement existé, c'est parce que cette personne a fait quelque chose de remarquable dans sa vie ou de sa vie. Après on peut bien imaginer aussi faire un biopic sur la vie de quelqu'un qui a rien fait de spécial de sa vie, mais qui a réellement existé. Ça doit exister, hein, je veux dire, mais bon, dans le cadre de cette vidéo, on va vraiment rester sur les biopics plus classiques, donc, dans lesquels on parle de la vie de quelqu'un. On parle de quelqu'un qui a fait dans sa vie, ou qui a vécu dans sa vie quelque chose de remarquable. Ou bien, parce que ça peut aussi arriver, la vie de quelqu'un de tout à fait ordinaire, mais justement, dont la vie a percuté un événement historique remarquable. Alors, il peut s'agir d'un film comme Ray, par exemple, de Taylor Hackford, qui raconte la vie de Ray Charles. Mais même si le truc n'est pas nécessairement full réaliste, hein, vous prenez Marie-Antoinette de Sofia Coppola, bah, c'est un biopic. Mais il peut aussi s'agir de personnages réels en fait, dont on va focaliser la vie autour d'un événement historique, comme le JFK de Oliver Stone ou le Patton de Franklin Schaffner. Mais donc, comme je l'ai dit plus tôt, on ne s'attardera pas sur des films comme Barry Lyndon de Stanley Kubrick, Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg ou Titanic de James Cameron. Non. Et maintenant qu'on a mis en place ces quelques règles, la première question que j'ai envie de poser est la suivante. Pendant les années 80 et 90, il y en a eu masse de biopics, sous forme de téléfilms. Il y en a eu sur la vie d'Elvis, de James Brown, de Nikola Tesla, de Michael Jackson, de qui vous voulez. Et j'insiste, hein, il s'agissait littéralement de téléfilms. C'est-à-dire des films qui étaient produits pour être soit diffusés directement à la télévision, soit pour être vendus en VHS ou en DVD, mais qui n'avait aucune vocation à passer par le grand écran. Ainsi donc, c'est peut-être pas tout à fait déconnant de commencer par poser une question, qui va être d'abord d'ordre général, mais qu'on va restreindre ensuite au biopic. C'est quoi la différence entre un téléfilm et un film de cinéma? Oui, et alors, le degré zéro de l'argumentation, hein, la team premier degré, on va balayer ça tout de suite. Hein. Alors oui, un téléfilm, c'est fait pour le petit écran, et un film de cinéma, c'est fait pour le grand écran. Super. Cela étant, il y a quand même un intérêt à cet argument-là, c'est de rappeler que oui, un film à la télévision, c'est fait pour qu'il y ait des pauses publicitaires au milieu, pour qu'on puisse mettre pause pour aller pisser, on se lève pour aller se chercher un truc à boire ou à bouffer, tandis que le cinéma, il faut se bouger son cul de chez soi, prendre sa bagnole, le métro, le bus, ce que vous voulez, aller au cinéma, acheter un ticket, aller dans la salle, s'installer dans un siège, à côté de gens qu'on ne connaît pas, se retrouver dans le noir, et ensuite regarder le film, normalement, sans interruption, sans avoir le téléphone de quelqu'un à la gueule et sans parler à son voisin, en théorie. On est d'accord que jusque-là, pour l'instant, j'ai rien dit. Tout comme je dis pas grand-chose si je dis qu'en général, les films de cinéma ont des plus gros budgets que les téléfilms. Oui. Une fois n'est pas coutume, je vais m'appuyer sur une citation de Jean-Luc Godard.
une citation que sans doute j'aurais compris de travers, mais qui permet, selon moi, de préciser la différence. Godard a dit « Il y a le visible et l'invisible. Si vous ne filmez que le visible, c'est un téléfilm que vous faites. » J'avais déjà abordé le sujet dans ma vidéo sur le film Inception, là on va s'attarder un peu plus dans le détail, parce que concernant les biopics, il me semble que c'est vraiment un sujet qui est crucial. Si vous faites un film et que vous vous contentez de filmer le personnage A qui parle au personnage B, et donc vous filmez le personnage B qui écoute et qui répond ensuite à nouveau au personnage A, enfin bref, si vous faites simplement du chant, du contre-chant, alors potentiellement, vous racontez rien en fait. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que quand on fait du chant contre chant, on raconte rien. Il est tout à fait possible de raconter des choses en faisant des chants contre chant. Mais il est également possible de ne rien raconter du tout en se contentant de filmer les gens qui parlent et de filmer ensuite les gens qui leur répondent. Dans ma vidéo sur Inception, j'avais parlé du fond, de la forme et de l'invisible. Là, je vais plutôt essayer d'adopter le lexique de Godard pour en fait ne parler que du visible, ce que j'appelais le fond, et de l'invisible, ce que j'appelais la forme et l'invisible. Tout ce que le réalisateur, le directeur de la photo, les costumiers, les décorateurs, les comédiens, enfin tout ce que toute l'équipe du film met dans le film et qui ne relève pas simplement de le personnage A et celui qui est en train de parler, donc on le cadre bien, comme ça on voit bien que c'est lui qui parle. Tout ce qui ne relève pas exclusivement de ça, tout ce qui est fait pour pousser un peu plus loin que des trucs aussi cons que le personnage c'est un chevalier, donc il lui faut une armure et un cheval, tout ceci participe de l'invisible. Alors c'est un peu grossier comme trait, mais vous allez voir que pour ce que je veux raconter dans cette vidéo, c'est largement suffisant. Mais donc ce que ça signifie, c'est que si on s'en réfère donc à ce que disait Godard, ça veut dire qu'un film au cinéma, il peut bien n'être qu'un téléfilm en réalité. Je vais de suite prendre deux exemples que je ramènerai tout au long de la vidéo, parce que ça permet vraiment, selon moi, parfaitement de disséquer méthodiquement ce dont je veux parler. Et il y aura d'autres exemples, il n'y aura pas que ces deux-là. Et ces deux exemples ont ceci de remarquable que ce sont deux films qui ont été réalisés quasiment en même temps, dont le sujet et le thème sont globalement les mêmes. C'est-à-dire que ces films sont tellement proches qu'ils ont même des personnages réels existants en commun, et ils ont pour ainsi dire été réalisés par la même personne. Presque. Ces deux films sont Bohemian Rhapsody, sorti en 2018, officiellement réalisé par Bryan Singer, on va y venir, et Rocketman, sorti en 2019 et réalisé par Dexter Fletcher. Pendant le tournage de Bohemian Rhapsody, Bryan Singer se frite apparemment avec absolument tout le monde. En tout cas, c'est la version officielle. J'y étais pas, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il finit par se faire virer de la production. Il est alors remplacé par Dexter Fletcher, qui normalement aurait dû réaliser le film en premier lieu. Petite parenthèse rapide, juste pour expliquer un truc. Aux États-Unis, il y a un machin qui s'appelle la Guilde des réalisateurs. C'est un organisme qui est à mi-chemin entre le lobby et le syndicat, si vous voulez, mais dont le but est très clairement de défendre les droits des réalisateurs. Et il y a un certain nombre de règles qui existent avec ça, à savoir qu'un film ne peut avoir qu'un seul réalisateur. Point. Et le réalisateur, c'est celui qui a réalisé la majorité des scènes. S'il a fait 51% du film, c'est le réalisateur. C'est pour ça que Bohemian Rhapsody, officiellement, le réalisateur, c'est Bryan Singer, et Dexter Fletcher, il est juste producteur exécutif. Et alors là, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais juste, qu'on soit clair, pour moi, Bohemian Rhapsody, c'est de la daube, et Rocketman, c'est de la balle. Mais on va pas immédiatement rentrer dans le détail du pourquoi. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse plus, à savoir le fait que, selon moi, Bohemian Rhapsody est un téléfilm, et Rocketman pas. Et on va le faire avec un point précis, vous allez voir. Mais d'abord, pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu un des deux films, ou carrément aucun des deux films, de quoi ça s'agit? Bohemian Rhapsody raconte l'histoire du groupe Queen depuis l'origine de sa formation au début des années 70 jusqu'au concert du Live Aid de 1985. À l'exception des scènes du concert du Live Aid, qui en gros c'est le générique de fin, l'intégralité du film est un flashback qui se focalise sur Freddie Mercury, chanteur du groupe. Le film va nous raconter son talent, ses rapports familiaux dysfonctionnels, son presque mariage avec une jeune femme et l'acceptation de son homosexualité, le succès international du groupe, les problèmes de drogue, d'abus, la séparation d'avec le groupe et enfin, la rédemption. Lorsqu'il tombe sur un mec bien dont il tombe amoureux, qu'il apprend qu'il est malade et qu'il retrouve le groupe donc pour le concert du Live Aid. Pour l'instant, on passe sur le rapport entre cette histoire et la réalité.
que c'est pas le sujet pour l'instant. Rocketman raconte l'histoire d'Elton John, depuis son enfance jusqu'à sa cure de désintoxication au début des années 90. À l'exception des quelques scènes pendant sa cure de désintoxication qui sont des scènes type réunion alcoolique anonyme, le film entier est un flashback qui se focalise sur Elton John. Le film va raconter son talent, ses rapports familiaux dysfonctionnels, son mariage avec une jeune femme et l'acceptation de son homosexualité, le succès international du duo qu'il représente avec son parolier Bernie Taupin, mais également ensuite les problèmes de drogue, d'abus, et enfin la rédemption quand il finit par accepter le fait qu'il a le droit d'être aimé et qu'il a besoin d'aide pour sortir de la spirale dans laquelle il chute continuellement depuis des années. Je vous ai dit, sur le papier, les films sont similaires. Question. À quel moment est-ce que le groupe Queen devient un groupe international légendaire? À quel moment est-ce que le groupe passe de « on fait un petit concert dans le bar local devant 60 personnes » à « d'un coup on est des stars planétaires qui remplissent des stades ». Réponse dans le film, à aucun moment. À aucun moment. Vous avez le groupe qui est là dans un bureau en train de dire « oui, on aimerait bien faire un morceau avec de l'opéra, ce serait rigolo » et tout. Les gens en face « non, vous n'allez pas faire ça, c'est inédit, ça n'existe pas ». Puis ils l'enregistrent, et puis ensuite on les voit sur une scène, et il y a des dates de concerts qui apparaissent en surimpression comme ça. Pop. Mais bon, on en déduit que ils sont en train de faire une tournée aux États-Unis, et comme on est des êtres dotés d'intelligence et d'imagination, on comprend tout seul comme des grands que ça veut dire que maintenant ils font des tournées internationales et qu'ils sont connus. Et en plus, ce qui aide, c'est que par ailleurs, outre ce film, on les connaît, ces Queen. Oui, parce que, attention, la réalité, c'est que le groupe Queen, ils étaient furieusement célèbres. C'était pas un petit groupe. Et selon moi, cette façon de raconter dans le film, c'est pauvre. Ça ne raconte rien. C'est du téléfilm. Et alors, comment est-ce que Rocketman raconte le même événement? Vous avez Elton John qui va en Californie pour entamer sa carrière aux États-Unis. Il va jouer dans un petit club local qui s'appelle le Troubadour. Quelques minutes avant le concert, on le voit vomir dans les toilettes parce que lui, il sait que c'est ce concert-là qui risque de conditionner l'intégralité de sa carrière. Nous, on le savait pas, mais maintenant, on le sait. Il monte sur scène, il entame la chanson Crocodile Rock. Ça se passe bien, l'ambiance est bonne. Mais jusque-là, l'ambiance est bonne, comme l'ambiance est bonne dans des dizaines de milliers de salles dans lesquelles des dizaines de milliers de groupes jouent quotidiennement. Et quand arrive à la fin du refrain, la rengaine, que vous connaissez, celle qui fait... il se passe la chose suivante. C'est pas grand-chose, Vous voyez bien que c'est pas grand-chose, mais ce que ça montre, c'est qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très très fort entre Elton John et son public. On nous l'a montré, on l'a perçu, on l'a ressenti. Le film nous dit que c'est à ce moment-là qu'Elton John devient une légende. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans le documentaire Two Rooms, qui est un documentaire sur la vie de Elton John et Bernie Taupin, son parolier, Elton, il parle de cette série concert comme d'un moment charnière de sa carrière. And you knew that night. And it was ironic. I didn't really want to go to Los Angeles and play the Troubadour Club at that time. Et histoire de mettre les points sur les i, ce qu'il faut savoir, c'est cette idée de faire voler le public. Ça vient à l'origine d'une photo qui existe et qui a été prise pendant ce concert-là, au Troubadour. Vous voyez ce que je veux dire, du coup, quand je parle de téléfilm? Je suis pas en train de dire que Bohemian Rhapsody raconte rien. Je dis que Bohemian Rhapsody ne raconte rien de plus que ce qu'il raconte. Alors, en plus, perso, je trouve qu'il le raconte plutôt mal. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. À titre perso, j'ai cru pouvoir déceler quelques indices quand vous êtes face à un biopic pour pouvoir déterminer assez rapidement si vous allez regarder un téléfilm ou un film. Et alors, attention, parce que ce que je vais raconter, c'est pas une science exacte. Okay? La première chose, déjà, c'est la ressemblance des personnages. On dirait que ça fait partie du cahier des charges des téléfilms biopics. Il faut trouver des acteurs qui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et même si même si j'arrivais à passer outre la perruque dégueulasse, la moustache ridicule et la prothèse dentaire dégueulasse de Rami Malek, qu'est-ce que je déteste cette approche, putain. Alors après, ça fait son petit effet, je suis d'accord. C'est-à-dire, je suis forcé de reconnaître que quand j'ai vu Bohemian Rhapsody,
et que j'ai vu le personnage de Brian May, je me suis dit, tiens, ils ont réussi à embaucher Brian May quand il était jeune. Ils ont fait comment? Je veux dire, sans déconner, c'est lui, quoi. C'est une copie conforme. Taron Egerton, il ressemble pas à Elton John. Il ressemble pas à Elton John. Justin Timberlake peut ressembler à Elton John bien plus que Taron Egerton. Pourtant, quand je regarde Rocketman, je n'ai aucune difficulté à visualiser Elton John. Tiens, autre exemple, vous allez voir. Après la mort de Steve Jobs, il y a successivement 2 films qui sont sortis qui racontaient son histoire. Le film Jobs, sorti en 2013, réalisé par Joshua Michael Stern. Et alors, ce Joshua Michael Stern, justement, qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme film? Non, parce que c'est important, parce que quand vous allez voir l'alignement qu'on a en face, vous allez pleurer. Il a réalisé Never Was en 2005, un film canadien pas ouf, Swing Vote en 2008, un film américain vraiment pas ouf. Juste pour que vous compreniez, je vais vous pitcher Swing Vote, parce qu'il est co-scénariste aussi, en plus d'être réalisateur. Swing Vote raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Bud Johnson, et dont le vote pose problème au cours des élections américaines, parce qu'il se retrouve dans une situation où les 2 candidats à la présidence ont pile poil exactement le même nombre de voix. Et parce qu'ils ont décidé dans ce film que le président américain était élu au suffrage direct, apparemment. Et donc, en fait, les 2 équipes ont besoin que Bud vote pour eux, pour gagner l'élection. Et donc, ils vont faire tout et n'importe quoi juste pour lui faire plaisir. C'est-à-dire que vous allez avoir des républicains qui vont être pro-mariage gay, vous allez avoir des démocrates qui vont se retrouver anti-avortement. Vous le sentez que le film est subtil? Bon ben voilà, c'est ce qu'avait réalisé Joshua Michael Stern avant de réaliser Jobs, qui donc est son 3e film. Avec Ashton Kutcher pour jouer le rôle de Steve Jobs. Ashton Kutcher qui est d'ailleurs plutôt un acteur de télé que de cinéma. Cela étant, regardez à quoi ressemble Ashton Kutcher dans le film et regardez à quoi ressemblait Steve Jobs à la même époque. D'ailleurs, si vous regardez le téléfilm, pour le coup un vrai téléfilm de 1999 qui s'appelle Les Pirates de la Silicon Valley, qui raconte un petit peu le duel entre Steve Jobs et Bill Gates, vous avez Steve Jobs qui est joué par Noah Wyle, Bill Gates qui est joué par Anthony Michael Hall. Regardez-les dans le film et regardez les personnages réels. Pour la petite histoire d'ailleurs, même si on s'en fout, voilà, c'est le keynote d'Apple. Il y a un keynote annuel d'Apple. Enfin, le keynote d'Apple qui avait suivi la sortie de ce film, c'était Noah Wyle qui s'était pointé sur scène en faisant genre je suis Steve Jobs et tout. Ils avaient eu une petite interaction un peu marrante avec Steve Jobs. Enfin, voilà. Insanely great new product. We have got products that are going to make... On s'en fout. En 2015 sort le film Steve Jobs, réalisé par Danny Boyle. Danny Boyle, à qui on doit des films comme Trainspotting, La Plage, 28 jours plus tard, Sunshine, Slumdog Millionnaire, bref, un réalisateur de cinéma. Expérimenté. Vous aimez pas, mais c'est un réalisateur de cinéma. Pour le scénario, là très clairement, ils ont décidé d'essayer de faire un peu comme avait fait Social Network un peu plus tôt, parce que ça avait cartonné, qui était d'ailleurs déjà un biopic, puisqu'ils ont repris le même scénariste, à savoir Aaron Sorkin. Après, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, je veux dire, avec Social Network, Aaron Sorkin, il a gagné un Oscar, un Golden Globe et un BAFTA. Et dans le rôle de Steve Jobs, il décide de mettre Michael Fassbender, qui ne ressemble pas du tout à Steve Jobs. En tout cas, beaucoup moins que Ashton Kutcher. Et pourtant, Fassbender, dans Steve Jobs, c'est Steve Jobs. Il incarne parfaitement Steve Jobs. Parce que quand on ne fait pas un téléfilm, on se rappelle que c'est le métier d'un acteur d'incarner un rôle. Tiens, un autre critère qu'on retrouve également dans les téléfilms et moins dans les films. Et encore une fois, attention, c'est pas une science exacte. En général, les téléfilms vont raconter l'histoire chronologiquement. Du début jusqu'à la fin. C'est la vie d'un personnage, son enfance, son adolescence, quand elle est adulte, quand elle est vieille, quand elle est morte. D'ailleurs, ça ressemble vachement à un truc il y a un écueil qui est très connu dans le monde de l'écriture des scénarios, c'est l'écueil du and then, qu'on pourrait traduire en français par et ensuite, mais je vais garder le terme anglais and then, parce que c'est vraiment sous ce nom-là que c'est connu. Lorsque vous racontez une histoire, chronologiquement, il existe en gros 2 méthodes pour raconter cette histoire. Il y en a une qui est un peu pauvre et stupide, mais efficace, c'est la méthode du and then, que donc on peut traduire par et ensuite. Le personnage A découvre telle chose, et ensuite il dit telle chose au personnage B, et ensuite le personnage B il décide de faire autre chose, et ensuite ils vont ensemble faire tel truc, et ensuite il se passe ça, et ensuite c'est la fin du film.
L'autre méthode, qui selon moi est la bonne méthode, mais qui demande plus de travail, c'est la méthode qui consiste à employer tous les connecteurs logiques possibles pour structurer l'histoire qu'on raconte. C'est-à-dire, vous avez le personnage A qui dit un truc, cependant, le personnage B fait un autre truc, donc le personnage A se retrouve à devoir faire ceci, cela, etc., etc. Eh ben, le film Jobs de 2013, tout comme le film Pirates de Silicon Valley de 99, c'est exactement ça. C'est une succession de scènes qui ne se suivent que parce qu'elles sont dans l'ordre chronologique. Il n'y a aucune motivation pour passer d'une scène à la scène suivante. Limite même, il y a des scènes entières qui pourraient être complètement retirées du film, ça ne changerait rien. Le film Steve Jobs, quant à lui, focalise notre attention sur 3 événements distincts et qu'on déroule quasiment en temps réel. Il s'agit à chaque fois des quelques minutes qui précèdent un keynote que va présenter Steve Jobs. Le keynote de 1984 qui présente le Macintosh avec une vision qui est censée présenter un avenir, mais qui sera un échec. Le keynote de la société Next, en 88 je crois, alors que Steve Jobs a été évincé d'Apple, que tout le monde le croit fini et qui est un échec annoncé. Et enfin en 98, le keynote du retour de Steve Jobs chez Apple, avec la présentation de l'iMac, qui sera donc 15 ans plus tard, le succès qu'aurait dû être le Macintosh. À chaque fois, Steve Jobs sera confronté au même personnage. À sa fille qu'il rejette. À John Sculley, à Andy Hertzfeld, à Steve Wozniak. Sur ces 15 ans, on va pouvoir suivre l'évolution de sa relation à ces personnes, ce qui va nous permettre de dresser un portrait de qui est Steve Jobs et qui va nous permettre de mieux le comprendre que ne le fait un film qui nous raconte son enfance, son adolescence, etc. Alors, juste, je voudrais revenir sur un truc que j'ai dit tout à l'heure, quand je parlais du documentaire Two Rooms, qui raconte donc l'histoire de Elton John et Bernie Taupin, son parolier. La question est la suivante. C'est quoi l'intérêt d'un biopic quand on peut faire un documentaire? Je veux dire, si vous pouvez avoir les vrais, autant avoir les vrais, non? Eh bien, c'est une question sur laquelle je suis partagé. Et je vais vous proposer une réponse qui n'est pas satisfaisante, mais qui est la suivante. Je préfère un documentaire à un film, mais je peux préférer un film à un documentaire. Et vous avez compris, quand je dis « je peux préférer », ça veut dire que c'est pas automatique. Alors, je vais prendre un exemple simple, mais avant cela, il faut d'abord que je vous dise un truc qui va sembler tomber de nulle part. D'une manière générale, j'en ai rien à carrer du sport. Je ne suis pas les JO, la Coupe du Monde de foot, de rugby, Roland-Garros. La Formule 1, le Tour de France, je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point je m'en bats les couilles. Bref, le sport, en tant que spectateur, j'en ai rien à foutre. Sauf que je suis forcé de constater qu'il y a peu de choses qui peuvent m'émouvoir aussi intensément et aussi rapidement qu'un événement sportif. L'émotion sportive, c'est un truc de dingue. Il peut s'agir d'un exploit sportif, d'un véritable dépassement de soi, ou même simplement d'une marque de fair play. Je veux dire, dès qu'on sort simplement de la performance classique sportive et qu'on entre dans quelque chose de profondément humain, j'y peux rien, ça me fait monter les larmes. Exemple. Derek Redmond est un athlète britannique spécialiste du 400 mètres. Un gars très prometteur, le problème c'est qu'il a toujours eu des blessures chiantes au mauvais moment. Juste avant des JO, juste avant un championnat, voilà. Le mec, il a des blessures chiantes quand il faut pas. Et durant le 400 mètres des JO de Barcelone en 92, alors qu'il a déjà fait la moitié du chemin, le gars se fait un claquage de la jambe et s'effondre. Il se relève comme il peut, le mec ne tient pas debout, il avance à cloche-pied, mais il a décidé que cette course, il la finirait. D'accord? Il n'est pas question qu'il abandonne. Il ira jusqu'à la ligne d'arrivée. Il mettra 2 jours s'il faut, mais il y arrivera. Parce que c'est ça le principe des JO. Hein. Gagner, c'est bien, mais l'essentiel, c'est de finir sa course. Je vous invite à mater le film Le Vainqueur de 1976 avec Michael Douglas, qui veut faire le marathon. Regardez-le et pleurez. Donc, vous avez un gars qui hurle de douleur, il avance à cloche-pied, il n'arrive pas. À ce moment-là, vous avez des équipes de soigneurs et des organisateurs qui viennent pour s'occuper de lui, pour l'arrêter. Quand soudain, surgissant, semble-t-il, de nulle part, en réalité, il vient du public, c'est-à-dire que le mec, il a passé les barrières et tout, il y a son père qui arrive sur la piste, qui pousse les gars, qui aide son fils à prendre appui sur lui,
pour aller ensemble finir la course en larmes et en douleur, quoi. Eh ben, vous savez quoi? Juste quand j'ai écrit cette anecdote dans le script, déjà, j'étais pas bien. Le film Ali, réalisé en 2001 par Michael Mann, avec Will Smith, qui est un vrai film de cinéma, qui d'ailleurs, selon moi, est le meilleur film de la filmographie de Will Smith. Sachant que j'ai pas vu le film La méthode Williams, qui est également un biopic. Vous savez, celui pour lequel il a eu un Oscar après avoir giflé Chris Rock. Bref, Ali est un biopic sur la vie de Mohamed Ali, et le film court à peu près de 64 à la victoire de Mohamed Ali contre Sonny Liston, qui fait de Mohamed Ali le champion du monde poids lourd, jusqu'à son combat en 74 à Kinshasa contre George Foreman. Voilà, et le film focalise vraiment sur ce combat de 1974, parce que je remets dans le contexte, si vous voulez, c'est plus personne ne croit en Mohamed Ali, on lui a retiré sa ceinture de champion du monde à cause des positions qu'il a prises publiquement contre la guerre du Vietnam, et qu'il n'a plus le droit de combattre aux États-Unis. C'est pour cette raison que le combat a lieu au Zaïre. Et ce film est un très bon film, vraiment, voyez-le, voyez-le. Même si vous pouvez plus encadrer Will Smith, c'est pas grave, voyez-le quand même. C'est un bon film, c'est un très bon film. Et j'aime ce film, et ce film m'émeut, vraiment. Ce film me tire des larmes à chaque fois. Mais ce que je ressens pour ce film n'est rien, absolument rien, putainement rien. Calez tous les adverbes que vous voulez, vous n'arriverez pas à saisir à quel point ce que je ressens devant ce film n'est rien comparé à ce que je ressens quand je regarde le documentaire When We Were Kings, qui raconte sensiblement la même chose. Lorsque vous voulez raconter la réalité, je suis désolé, mais il n'y a rien de tel qu'un documentaire. Et alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais bien qu'un documentaire, c'est pas la réalité. Il y a un point de vue, il y a un montage, une direction, des emphases. Mais vous comprenez bien que face à un téléfilm, le téléfilm, il n'a aucune chance. Et comparé à un vrai film, eh ben ça dépend. Mais quand on voit que, encore une fois, Ali, c'est un vrai bon film, bah même comparé à un film, c'est pas gagné. Tiens, et puisqu'on parle de réalité, il y a aussi une autre question qui se pose à propos des biopics. Est-ce qu'ils doivent être conformes à la réalité? Et non, je ne vais pas parler du Napoléon de Ridley Scott. Déjà parce que je ne l'ai pas vu, puis aussi parce que Ridley Scott... faut qu'on en revienne un peu de Ridley Scott. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on parle toujours de la carrière de Ridley Scott comme si le gars était un grand auteur. Je veux dire, il n'est pas du tout un auteur, le gars. Enfin, vous savez quoi? C'est pas le sujet. Donc revenons à la question. Est-ce qu'un biopic doit être fidèle à la réalité? Et la bonne réponse, c'est absolument pas. On s'en fout. Ce n'est pas important. Sauf dans certains cas. Parce qu'il y a des cas où on s'en fout pas. Mais la réponse de base, c'est on s'en fout. Un biopic n'a pas à être fidèle à la réalité. Sauf quand c'est pas le cas. Oui, parce qu'un biopic, au même titre que n'importe quel film, il peut vouloir raconter la réalité ou pas. Litzomania, qui est, je le rappelle, j'en ai déjà parlé, un biopic sur la vie de Frank Litz. Monsieur Bobine a fait un épisode dessus, qui est vachement bien, je vous invite à le regarder. Litzomania est un biopic. Et il faudrait être complètement con pour oser prétendre une seule seconde qu'il est fidèle à la réalité. Mais lorsqu'un biopic n'a absolument aucune autre vocation que de vous raconter les événements de la vie de quelqu'un les uns après les autres, ne pas respecter la réalité de ces événements est problématique. C'est le cas de tous les biopics téléfilms, notamment Bohemian Rhapsody. C'est-à-dire, quand vous regardez le film Bohemian Rhapsody, il est facile de croire que Queen, en fait, c'est Freddie Mercury. C'est lui qui écrit toutes les chansons, c'est lui qui supervise absolument tout. Le groupe se fâche avec lui quand il commence sa carrière solo. Et il faudra attendre 1985 et le concert du Live Aid pour que tout le monde se réconcilie, notamment autour du fait que Freddie Mercury est malade. Et si je vous disais qu'au moment où Freddie Mercury fait son premier album solo en 1985, en réalité, c'est pas du tout le premier à faire un album solo. Brian May en avait déjà fait un, Roger Taylor en avait déjà fait 2, bon, John Deacon, il attendra 86 pour faire le sien. Ok, donc, cette histoire de carrière solo, personne n'avait attendu, en fait. Ils avaient tous leur carrière solo, plus ou moins. Mais est-ce que, conformément à ce que nous raconte le film, ils étaient fâchés avant ce concert du Live Aid? Est-ce qu'ils avaient splitté? Le concert du Live Aid a eu lieu le 13 juillet 1985. Ok.
La tournée précédente de Queen, la tournée The Works, elle s'est achevée le 15 mai 1985, soit moins de 2 mois plus tôt. Donc non, ils n'étaient pas splittés. Et ils repartent l'année d'après en tournée avec la tournée Magic Tour. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Ben, ça dépend. Si vous, ce que vous voulez, c'est connaître l'histoire de Queen, ben, ça change que ce qu'on vous raconte, c'est une fable. C'est pas la réalité de l'histoire de Queen. Donc de ce point de vue-là, vous êtes un peu grugé. Cela étant, attention, une fable, ça peut être très intéressant. Si ça raconte quelque chose. Le problème, c'est que ce film ne raconte rien de très intéressant. Il n'y a rien qui va plus loin que les poncifs du genre les amis sont ce que vous avez de plus cher, le succès peut vous monter à la tête et peut vous isoler des gens qui vous aiment. Tiens, d'ailleurs, vous voulez que je vous dise un truc? Pardon, hein, mais quand vous allez au cinéma pour voir un film sur l'histoire du groupe Queen, est-ce qu'on peut au moins être d'accord pour dire qu'il n'est pas déraisonnable d'imaginer que vous allez entendre des chansons du groupe Queen? Eh ben, on en entend dans le film. On en entend même pas mal. Exclusivement des extraits courts de versions de studio. Avec Spotify, vous écoutez mieux la musique de Queen qu'au cinéma en regardant le film sur Queen. Je dirais même lorsqu'ils sont sur scène et que c'est censé être en live, c'est du pseudo-live. Dans Rocketman, au moins ils en ont fait un truc intéressant, c'est-à-dire que les chansons sont intégrées dans l'histoire. Ce qui en fait une comédie musicale d'ailleurs. Et ce qui veut dire aussi que les différents personnages chantent différentes parties des chansons. Et ça signifie quelque chose. Je veux dire, c'est tout con, mais ça vous rappelle que ces chansons racontent des choses. Ce que ne fait pas Bohemian Rhapsody. Vous ne sortez pas de Bohemian Rhapsody en vous disant « Ah, mais Another White Bite the Dust, en fait, ça parle de ça !» Bon, avec tout ça, je pense qu'on est prêt maintenant à se poser la question. À quoi ça sert un biopic? Ben, dans le cadre d'un téléfilm, un biopic, c'est un raccourci. Voilà. Ça vous permet d'appréhender rapidement, facilement, de façon plus ou moins divertissante, la vie de quelqu'un ou des événements donnés. D'une certaine manière, le biopic téléfilm, c'est de la vulgarisation. C'est une fiche de lecture. Vous savez pas du tout qui est Freddie Mercury, vous regardez le film, 2 heures après, vous avez une vague idée de qui était Freddie Mercury. Vous avez appris plein de trucs faux, mais vous avez quand même une meilleure connaissance que 2 heures avant. D'une manière générale, et j'ai envie de dire de façon quasi systématique, préférez un documentaire à un téléfilm. Ne serait-ce que parce que le documentaire a la possibilité de se commenter lui-même, ce que ne peut pas faire un téléfilm. Maintenant, lorsque le biopic est un vrai film, un film de cinéma, eh ben alors il est au moins aussi utile que n'importe quel autre film de fiction. Mais en plus, un vrai film est beaucoup plus facile à appréhender s'il raconte une histoire que vous connaissez déjà. En d'autres termes, un biopic film peut se permettre de focaliser votre attention sur l'invisible. Il a cette liberté, oui, justement parce que le visible vous est déjà connu. Vous savez déjà qu'Elton John est un chanteur qui a chanté plein de chansons. Vous savez déjà qu'il est gay, vous savez déjà des choses. Vous savez pas tout, mais vous savez déjà des choses. Donc il peut se concentrer sur quelque chose qui ne va pas parler à vos oreilles, qui ne va pas parler à votre raison, mais qui va parler à vos sens. Un peu comme en peinture, quand un peintre décide de traiter un sujet qui a déjà été traité des dizaines ou des centaines de fois. L'œuvre que vous obtenez en dit beaucoup plus sur le peintre que sur le sujet lui-même. Si vous regardez les 5 différentes versions du Cri de Munch, chaque version va attirer votre attention sur autre chose. Et encore, là, il s'agit de 5 versions du même artiste. La Joconde, par exemple. La Joconde, c'est un des tableaux les plus célèbres au monde. Voilà. Perso, je suis passé à côté. Voilà, je vous le dis. Voilà, bon. Après, j'y connais rien en peinture, hein, vraiment. Mais moi, je l'ai vu au Louvre. J'ai dit, ah, c'est ça? D'accord. Mais est-ce que vous connaissez Look de Marcel Duchamp, en 1919? Une réelle parodie de la Joconde et dans le même temps,
une vraie œuvre d'un mouvement à mi-chemin, d'après l'auteur lui-même, entre ready-made et dadaïsme iconoclaste. Notez que le titre « Look » s'écrit ainsi. Et c'est pas un acronyme. Il faut le lire tel quel. Elle a chaud au cul. Salvador Dali, en 1954, réalise un autoportrait en Mona Lisa. Andy Warhol, en 1963, fait sa colored Mona Lisa. Et en 1981, Henri Cadieux réalise un trompe-l'œil qui s'appelle La Déchirure. Je veux dire, vous comprenez bien que ces œuvres en disent plus sur leur auteur que sur Mona Lisa. Et bien, d'une certaine manière, un biopic, ça devrait être la même chose. Quand vous allez voir Rocketman, vous n'allez pas le voir pour apprendre qu'Elton John était un chanteur à succès. Vous y allez en espérant apprendre des choses sur sa vie et vous en ressortez en ayant intégré pas mal de choses de l'ordre de l'invisible sur le rapport de l'artiste à lui-même, à son œuvre, à son public, sur son rapport en tant qu'être humain. Enfin, et sans doute que chacun ressort avec des choses différentes. Donc, pour répondre à la question, oui, un biopic, ça sert à quelque chose. Mais, comme absolument toutes les créations qui viennent avec une série de règles et de contraintes, en l'occurrence là, celle de raconter la vie de quelqu'un qui a réellement existé, il est facile d'en faire quelque chose de banal, voire de médiocre. Du fait de ces contraintes, c'est plus facile d'en faire, et donc il est plus difficile d'en faire une belle œuvre. Alors pour finir cet épisode, je vais vous donner une liste de films, de biopics, qui selon moi méritent d'être vus. Et alors, ne vous attendez pas à tomber de votre chaise ou à être incroyablement surpris. Hein. Je veux dire, les bons films n'ont pas attendu ma vidéo pour être connus. Évidemment, la liste est non exhaustive. Alors pour commencer, on va dire quoi? On va dire Larry Flynt et Amadeus, tous deux de Miloš Forman. Oui, j'aurais pu ajouter Man on the Moon, mais bon, il faut faire des choix. Et en réalité, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment Man on the Moon à cause de Jim Carrey, et pas pour leur amour pour Andy Kaufman. En France, Andy Kaufman, les gens ne savaient pas qui c'était, on va être honnête. La liste de Schindler de Spielberg, globalement, ça reste une valeur sûre. Hein. D'ailleurs, en parlant de Spielberg, vous vous rappelez Hammond dans Jurassic Park? Les dépenser sans compter. Voilà, ce gars-là est interprété par Richard Attenborough, qui est d'abord et avant tout réalisateur, et qui a réalisé deux très beaux biopics. Gandhi et Chaplin. Évidemment, Raging Bull et Aviator de Scorsese. Laurence d'Arabie de David Lean. C'est pas un de mes préférés, mais ça reste un classique. Dans les classiques, j'aurais bien aimé pouvoir mettre Citizen Kane, mais le personnage est inspiré seulement de William Randolph Hearst, et donc, pour la même raison qu'il n'y a pas Barry Lyndon, il n'y a pas Citizen Kane. Mais matez ces films, hein. C'est juste que c'est pas des biopics. Elephant Man de David Lynch, c'est un biopic, et c'est un excellent point d'entrée à la filmographie de David Lynch si vous n'avez pas l'habitude des films un peu perchés. Ed Wood de Tim Burton, qui est sans doute un des meilleurs Tim Burton. Le pianiste de Polanski, je suis désolé, je veux dire, le film est bon. Le mec est peut-être une énorme merde, j'en sais rien, je veux dire, mais le film est bon. Malcolm X de Spike Lee. Putain de merveille ce film. Une merveille de Denzel Washington et une merveille de Spike Lee. Ali de Michael Mann, j'en ai parlé. JFK d'Oliver Stone, j'en ai parlé aussi. Monster de Patty Jenkins, biopic d'une tueuse en série. Et en gros, cette liste, je pourrais la faire tourner pendant 20 minutes. Je veux dire, il y en aurait plein à rajouter. Vous êtes assez grand pour trouver par vous-même les meilleurs biopics. Il doit y avoir des listes partout sur Sens Critique ou sur MDB ou je ne sais où. Voilà. Éventuellement, un truc que je peux vous inciter à faire, c'est de mater le film Ali de Michael Mann, puis, pendant que c'est encore frais dans votre tête, d'enchaîner avec When We Were Kings. Là, vous allez voir la claque que vous allez prendre. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à lui mettre un pouce comme ça, à le commenter, à le partager. C'est turbo important, vraiment, je le répète à chaque fois, mais parce que c'est important, il faut partager cette vidéo. On peut pas compter sur qui vous savez pour suggérer la vidéo naturellement. Hein. Si vous avez envie d'être tenu informé de la suite de la chaîne, pensez à vous abonner, activer la cloche et activez bien le bouton abonnement dans vos notifications, dans vos paramètres de notification, sinon vous serez notifié de que dalle. Un truc quand même, Bohemian Rhapsody, c'est un film qui a eu beaucoup de succès en France au cinéma. Donc vraisemblablement, il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont beaucoup aimé Bohemian Rhapsody. J'aimerais bien entendre vos arguments. Voilà, en commentaire s'il vous plaît. Si vous avez aimé le film, expliquez-moi pourquoi. Et juste qu'on soit clair, dire j'ai aimé le film parce que je suis fan de Queen, j'entends, hein, mais c'est pas un argument.
Je suis un énorme fan de Queen. Et j'ai pas aimé ce film. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt.